Dans le tumulte du quotidien entrepreneurial, il est facile de se perdre. Et si on pouvait s'appuyer sur des règles éprouvées pour naviguer avec confiance? Bienvenue sur Push Talk, votre rendez-vous hebdomadaire pour booster votre esprit d'entrepreneur. Aujourd'hui, je vous embarque dans une série exceptionnelle inspirée du livre Les 10 commandements de l'entrepreneur de Bruno Van Rijn. Ce livre, fruit de plusieurs années d'expérience sur le terrain, regroupe des leçons et des conseils indispensables pour réussir dans le monde impitoyable de l'entrepreneuriat. En tant qu'entrepreneur dans la télécommunication, dans la communication, dans le marketing, je sais combien il est crucial de s'appuyer sur des repères solides pour prendre de bonnes décisions. Le monde de l'entrepreneuriat n'est pas facile et très vite, on peut s'en mêler les lacets. C'est pourquoi j'ai choisi de vous faire découvrir ces commandements en y apportant mon expérience et mes conseils pratiques. Surtout que ce livre, je le lis de façon régulière comme une Bible. Dans chaque épisode, nous découvrirons ensemble un commandement. Je vous lirai un extrait du chapitre, puis je vous donnerai mes retours, mes conseils et des exemples concrets pour l'appliquer au quotidien. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ce commandement, à poser vos questions sur les réseaux sociaux ou à partager vos propres expériences. Ensemble, construisons une communauté d'entrepreneurs solidaires et innovants. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet avec le premier commandement. Commandement numéro 5. Te réinventer, tu t'obligeras. Dans le monde de l'entrepreneuriat, ce qui marche aujourd'hui ne marchera peut-être plus demain. C'est une réalité intemporelle contre laquelle il est inutile de lutter, tant notre monde évolue à une vitesse folle. Au cœur de ce mouvement perpétuel, l'entreprise qui ne saurait pas s'adapter, se réinventer, n'aurait aucune chance de durer. Qui pouvait imaginer, il y a des dizaines d'années, alors que les téléphones portables à touche et à clapper étaient encore entre les mains, révolutionnant la téléphonie et la communication, qu'ils seraient aussi vite démodés, qu'ils céderaient à la place à de véritables micro-ordinateurs mobiles permettant de regarder des films sur l'écran, de prendre des photos à haute définition, de surfer sur les réseaux sociaux, entre autres prouesses technologiques. Je ne suis pas certain que beaucoup auraient parié leur chemise sur une évolution aussi fulgurante. À l'époque du célèbre téléphone Nokia 3310 triomphant. Et que dire des fabricants d'appareils photo comme Kodak, qui ont vu leur marché littéralement disparaître en quelques années. Le numérique remplace la pellicule et le smartphone devenant l'outil préféré de tout apprenti photographe. Kodak, ex-leader mondial, est l'exemple parfait de l'entreprise qui a tout perdu, faute d'avoir su se réinventer. La plupart des jeunes entreprises peuvent s'appuyer dès leur commencement sur une belle idée et des équipes compétentes. Tout le monde est motivé, tout le monde croit au projet et qui fédère les énergies. Le processus est bien calibré. Souvent de l'argent est injecté et permet le développement rapide de la structure. Ce que l'on sait moins, c'est que parfois, lorsque le succès est au rendez-vous, le service proposé au client a, la plupart du temps, considérablement évolué. La belle idée de départ n'est souvent qu'un lointain souvenir. Pour réussir, l'entreprise a dû se réinventer totalement. Un tel décalage entre l'idée de départ et le produit final peut surprendre. Il est néanmoins très fréquent, à tel point qu'un nom lui a été donné, le pivot. Une autre façon de nommer le changement. Le pivot, vous vous en doutez, n'a rien à voir avec le championnat NBA de basket. Quoique. Comme le joueur au cœur de la raquette adverse, il s'agit à un moment de réorienter le jeu, mais évidemment de le faire avec précision, afin de marquer le point ou de faire marquer un coéquipier. Dans les entreprises que j'ai accompagnées tout au long de ma vie professionnelle, j'ai toujours eu à l'esprit cette idée du pivot. J'ai toujours été initialement persuadé qu'il était possible que le projet de départ bifurque. Je n'ai pourtant jamais formulé immédiatement cette possibilité au fondateur. Surtout pas. Il n'y a rien de pire pour casser les jambes de toute une équipe qui se démène au pied du plancher, sans compter ses heures, que de leur dire à l'avance que ce qu'ils font aujourd'hui n'aura que peu à voir avec ce qu'ils devront faire demain. Je gardais donc en tête la possibilité du pivot, mais je n'anticipais pas son énoncé afin de ne pas briser le moral des troupes
et abîmer la dynamique collective. Pourtant, une des qualités premières d'un entrepreneur me paraît être, justement, de sentir à quel moment une révision stratégique doit être opérée. Même si cette révision est déchirante, même si elle est difficilement admissible dans un premier temps, même si elle effraie. Cette remise en cause ne doit pas intervenir trop tôt. La persistance et une certaine obstination sont des qualités au sein d'une société. Tout changer illico, d'un claquement de doigts, hors de question. La précipitation est toujours une erreur, à la manière d'un chien fou courant après une balle et ne voyant pas la voiture qui fonce sur lui. Le choc est alors fatal. Mais le pivot ne doit pas non plus intervenir trop tard. Le risque dans ce cas est grand de mettre la survie de l'entreprise en péril et de la mener dans le mur et de la voir mourir impuissant. J'ai suffisamment vu, avec tristesse, des entreprises disparaître parce qu'un dirigeant n'a pas voulu changer de cap, prisonnier de ses atténuements. Waouh, ça c'est un mot ça. J'ai suffisamment vu, avec tristesse, des entreprises disparaître parce qu'un dirigeant n'a pas su ou voulu changer de cap, prisonnier de ces atténuements qui mènent tout droit au désastre. Un exemple de réorientation stratégique réussie me tient particulièrement à cœur. Depuis le commencement, je crois en Cityscoot, une entreprise formidable à laquelle j'ai participé. Une entreprise formidable à laquelle je participe, qui développe un service de scooter électrique en autoportage. À Paris aujourd'hui, avec une ambition mondiale à court terme. Cityscoot connaît un vrai succès qui est amplement mérité. C'est une entreprise innovante qui a développé des technologies pointues afin que l'expérience d'utilisation soit facile et transparente. Avec Cityscoot, pas besoin de carte, ni de clé, ni d'abonnement. L'utilisateur répare et loue son scooter avec un simple smartphone à n'importe quel endroit de la ville. Le service est aujourd'hui connu des Parisiens grâce aux 1500 scooters blancs et bleus qui circulent dans les rues de la capitale. Peut-être l'imaginez-vous, mais le projet actuel qui rencontre un tel succès n'a plus grand-chose à voir dans la réalité pratique, avec l'idée originale du fondateur Bertrand Fleuros, telle qu'il l'avait conçue en 2013. Une idée pourtant de grande qualité. À l'origine, les scooters devaient être disponibles dans les parkings souterrains de Paris. Ainsi, ils pourraient être garés et récupérés facilement. Dans cette optique, Cityscoot a passé plus d'une année à négocier avec le leader français des parkings privés afin de conclure un accord permettant l'existence d'une zone Cityscoot dans tous les parkings parisiens. Après une multitude d'allers-retours entre avocats, un beau contrat a été signé. Ça ne faisait aucun doute, les portes d'un avenir florissant étaient désormais ouvertes pour Cityscoot. Le contrat signé et les premiers scooters déployés, un petit problème a pourtant très vite été identifié. Les tests ont montré que les utilisateurs n'étaient pas prêts et n'avaient pas envie d'accepter la contrainte de rentrer dans un parking pour louer, puis restituer leur scooter. Pourtant, des études préalables effectuées avant le déploiement du service validaient incontestablement l'idée de départ. La réalité est parfois cruelle et aucune vérité n'est immuable dans le monde de l'entreprise. La réalité est parfois cruelle et aucune vérité n'est immuable dans le monde de l'entreprise. Ça, c'est une très belle phrase. Cityscoot devait donc se réinventer et vite. Au cœur du projet, il y avait des parkings. Et les parkings, les utilisateurs n'en voulaient pas. Fallait-il s'enfermer dans une logique qui ne pouvait mener qu'à l'échec? Dans ces moments, une seule et unique question s'impose. Quelle direction prendre? Une première option a été balayée. Il était hors de question d'envisager un système de station de type Vélib ou Autolib. Ce système ne présente que des désavantages. Il coûte des dizaines de millions d'euros à mettre en place et nécessite des autorisations administratives d'une lourdeur insensée afin de dégager de l'espace sur la voie publique et de construire ces stations. C'est à ce moment-là, en 2015, que le fondateur a pris la décision de complètement changer son fusil d'épaule. Les idées les plus simples sont souvent les meilleures. Ça, je suis d'accord. Pourquoi imposer des contraintes à des utilisateurs qui n'en veulent pas? Afin d'assurer le succès de Cityscoot, il était essentiel que les clients puissent prendre et restituer un scooter à n'importe quel endroit, si possible, proche de leur domicile ou de leur lieu de travail, sans avoir besoin de le connecter à une station ou de le garer dans un parking. Marcher plus de 100 mètres, multiplier les efforts, hors de question. Le concept du free floating était né.
Une innovation majeure dans la mise en place a demandé de gros investissements technologiques. Il a fallu créer un système de géolocalisation associé à la possibilité de remplacer la batterie des scooters sur place sans avoir effectué des branchements. Le but était d'offrir à chacun une authentique liberté qui est la clé du succès actuel de CityScoot. Les scooters sont au cœur de la ville, sans autorisation administrative et sans station. Tout se fait grâce aux équipes de CityScoot qui se déplacent pour changer les batteries et offrir un parc de véhicules disponibles et autonomes en permanence. CityScoot est l'exemple parfait d'une réinvention qui, si elle n'est pas actée dans le bon tempo et mise en œuvre sans état d'âme, n'aurait pas permis le développement de l'entreprise. Pire, sans pivot, CityScoot aurait probablement disparu. Un autre exemple dans un domaine bien différent me paraît tout aussi éclatant. Tout le monde connaît les sites de rencontres en ligne, qu'on utilise souvent pour trouver l'âme sœur ou pour un rendez-vous d'un soir. Mythique, Adopt un mec, Match, Tinder n'ont plus de secret pour vous. Hommes et femmes s'y connaissent, y ont leur habitude. Dans ce secteur, un marché attire évidemment les entrepreneurs, le marché asiatique. Son attractivité est énorme, fort de centaines de millions de potentiels clients. En 2014, j'ai participé et investi dans l'un de ces sites qui visait le marché asiatique chinois-thaïlandais en priorité. J'étais serein, peu inquiet du résultat. Le succès de ce type de projet repose sur un nombre très important de membres afin qu'un vrai choix soit offert aux aspirants amoureux. Bizarrement, la bonne idée qui fonctionne si bien en Europe et aux États-Unis n'a pas rencontré son public en Asie. Bien sûr, des femmes et des hommes se sont inscrits. Des rencontres ont eu lieu, mais rien de comparable avec, par exemple, la France. Je ne cache pas que la situation m'a étonné, je l'avoue. Je ne m'y attendais pas. Fallait-il baisser les bras? Repartir d'Asie sur la pointe des pieds? Au contraire, il était primordial de comprendre la difficulté. Identifier un problème, c'est déjà apporter une partie de la solution. Ça aussi, c'est une très belle phrase. Identifier un problème, c'est déjà apporter. Je me demande si je ne devrais pas souligner. Je le ferai, ça c'est sûr. Identifier un problème, c'est déjà apporter une solution. Une partie de la solution. Un constat immédiatement s'est imposé. En Asie, la rencontre amoureuse est encore, contrairement à l'Europe et aux États-Unis, un processus sacré. Le virtuel ne peut guère y trouver sa place. Les femmes et les hommes ont besoin de se rencontrer physiquement, dans la vraie vie, et d'échanger, de conserver, de converser pour se connaître. Un autre constat, plus délicat. La culture asiatique ne se prête pas facilement à des rencontres individuelles. Un speed dating, présenté tel quel, met obligatoirement une grosse pression sur les participants. Afin de contrecarrer ces obstacles, une idée a assez rapidement vu le jour dans l'esprit des fondateurs de l'entreprise. Transformer le projet de site de rencontre en site événementiel dans le but d'organiser des déjeuners pouvant réunir plus de 100 personnes. Une idée brillante, qui ne perd pas la rencontre de vue. C'est par le biais d'un déjeuner que les conversations entre hommes et femmes pourront se nouer et les affinités se créer. Le moment angoissant de la rencontre amoureuse est ainsi dédramatisé. Le résultat de ce pivot ne s'est pas fait attendre pour la jeune société. Lunch Actually. Voilà. Le résultat de ce pivot ne s'est pas fait attendre pour la jeune société Lunch Actually. Basée à Singapour et fondée par Violette Lim, une belle histoire est en train de prendre son envol et elle a le potentiel de devenir dans les prochaines années un des principaux sites de dating en Asie. Telle est en tout cas son ambition raisonnable. Les expériences de CityScoot et de Lunch Actually me paraissent exemplaires. Dans les deux cas, on retrouve les mêmes clés du succès. Premier point, l'entrepreneur fondateur a déterminé un marché dont il pense avec justesse qu'il dispose d'un gros potentiel et pour lequel il se sent compétent. Bertrand Fleurose a travaillé pendant 10 ans dans le domaine du 2 roues motorisé avant de créer CityScoot. Violette Lim, elle, était une conseillère conjugale très médiatisée dans son pays avant de lancer son entreprise de dating. Les fondateurs ont également su s'entourer de professionnels et d'équipes de grande qualité. Chez CityScoot par exemple, des ingénieurs électromécaniciens et informatiques de très haut niveau. Troisième point, les fondateurs ont rapidement compris que les problèmes qui se posaient à eux ne venaient ni des compétences réunies, ni des marchés identifiés, mais de la façon d'accéder à ces marchés
et d'y trouver ses clients. Je pense que cette partie aussi, c'est très intéressant parce que pointer du doigt le problème, toucher du doigt le problème est parfois difficile. On peut se tromper de source de problème souvent. Je relis le point. Je trouve que c'est très intéressant. Les fondateurs ont rapidement compris que les problèmes qui se posaient à eux ne venaient ni des compétences réunies, ni des marchés identifiés, mais de la façon d'accéder à ces marchés. Parfois, c'est le chemin qui est difficile à trouver. Et pour trouver le chemin, il faut trouver le bout du chemin. C'est ça qui est difficile à trouver. D'accord? Comme disent les Américains, go to market. Dans les deux cas, la décision de se réinventer et de changer de stratégie n'a pas été prise immédiatement, mais suffisamment tôt. Toutefois, pour qu'il soit possible de développer un nouveau projet alors que des fonds étaient encore disponibles dans l'entreprise. On le voit, ce n'est pas forcément l'idée de départ qui est mauvaise, mais une bonne idée et de bonnes équipes ne feront un succès qu'en s'adaptant réellement aux besoins et aux attentes du marché. Ce n'est pas forcément l'idée de départ qui est mauvaise, mais une bonne idée et de bonnes équipes ne feront un succès qu'en s'adaptant réellement aux besoins et aux attentes du marché. Il arrive souvent, malheureusement, que le pivot soit trop tardif. De nombreuses entreprises ne se relèvent pas et disparaissent. D'autres tentent de s'en sortir en levant des fonds complémentaires auprès de leurs actionnaires ou de nouveaux actionnaires, persuadés que l'arrivée d'argent frais viendra résoudre le problème. Ces levées de fonds immédiates, qu'on nomme des bridges, sont très difficiles. Leur contexte généralement est peu enthousiasmant. Il s'agit de repartir sur une nouvelle stratégie après un semi-échec lié à une prise de conscience trop lente. Le moral des troupes est parfois atteint. Pour éviter cette situation, il faut donc anticiper la décision de pivoter, ce qui implique de savoir dès le départ qu'entre le démarrage du projet et son aboutissement, cela va prendre beaucoup plus de temps que prévu et passer par des révisions stratégiques afin de tenir dans ces périodes difficiles. L'idéal, évidemment, est de prévoir au commencement un peu plus de fonds que ce qu'on pense nécessaire et, si ce n'est pas possible, appliquer avec rigueur notre deuxième commandement. Vous vous rappelez, tu ne dépenseras point. Bon, moi j'allais vous dire la frugalité. J'espère que vous avez commencé à développer l'esprit de la frugalité. Je tiens à préciser que la décision de tout changer n'est pas propre aux startups. Géant mondial parmi les plus reconnus, IBM en a fait un parfait exemple. Créée en 1911, l'entreprise a su évoluer et s'adapter, passant des grands ordinateurs centraux à la micro-informatique professionnelle, sans oublier la machine à écrire, pour aujourd'hui se positionner sur le secteur des logiciels et des services. C'est à ce prix que IBM, 105 ans après sa naissance, reste IBM. Qu'on aime ou non cette entreprise, les faits sont là et ils sont têtus. Je me souviens toujours du premier micro-ordinateur portable IBM, lancé en 1992, le ThinkPad. La société alors était perçue comme une arrogante et en perte de vitesse. Elle sortait d'une année fortement déficitaire. J'ai assisté à la conférence où le patron d'IBM, John Fellow Akers, est monté sur scène pour présenter son nouveau produit. Au lieu de la classique présentation à grand renfort de PowerPoint, il n'avait entre les mains qu'une simple mallette contenant le micro-ordinateur. Sans commentaire superflu sur la stratégie de la société, comme l'aurait fait n'importe quel grand commercial de terrain désireux de conserver son client, il s'est contenté de faire une démo de l'usage de son produit. L'idée était claire, la priorité était d'innover, de le faire savoir avec humilité, sans regarder dans le rétroviseur ni chercher à masquer que le changement était inévitable. La salle était médusée et le message était passé. IBM is back. Géant mondial ou start-up de naissance, la clé de la réussite passe par notre 5e commandement. Pour réussir, se réinventer, tu t'obligeras. Fin du commandement. Alors, je pense que c'est l'un des enregistrements qui a pris plus de temps que prévu. Le mot-clé ici, je pense que après, je suis en train de remarquer qu'à chaque fois qu'on lit un commandement, il y a un mot-clé ou une phrase, une expression clé qui sort. On a eu la frugalité. Là, on a le pivot. Et il a bien utilisé l'exemple du pivot en basket parce que c'est celui qui réoriente le jeu de façon stratégique. Sans pivot, une équipe de basket perd un peu les pédales sur le terrain.
Ça, c'est assez clair. Si vous êtes un fan d'anime, vous avez dû regarder Kuroko no Basket. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Mais effectivement, le pivot, c'est quelque chose. Je ne sais pas comment je vais dire ça. J'ai eu la chance de travailler dans des grosses boîtes. J'ai travaillé dans des grosses boîtes. Il y a dans des boîtes informatiques. Il y a des boîtes qui étaient dans l'imprimerie. Il y a des boîtes qui étaient dans la communication. Il y a des boîtes qui étaient dans l'e-commerce. J'ai eu à travailler pour pas mal de boîtes. J'ai même travaillé pour une boîte qui était dans l'optique. C'est un centre opticien. Généralement, l'entreprise, je prends le cas de nos réalités en Afrique de l'Ouest, quoi. Généralement, l'entreprise est un peu à l'image de son fondateur. C'est un peu à l'image du dirigeant. En fait, je vais dire quoi? Les qualités, les défauts du dirigeant se répercutent sur l'entreprise. Quelqu'un qui est observateur et qui s'est fait une très bonne lecture, dès qu'il arrive dans l'entreprise dans ses premiers jours, quand il regarde un peu le fonctionnement global de la boîte, il sait tout de suite à quoi s'attendre, qui est derrière ça et comment ça fonctionne. D'accord? Du coup, bon nombre de fois, il s'est passé des choses où peut-être vous, en tant qu'employé ou en tant qu'assistant, vous avez vu sur le marché une telle tendance, vous avez vu sur le marché un comportement qui a commencé à se développer et vous touchez du doigt, vous voulez faire passer le message à votre patron en lui disant, voilà, chef, j'ai vu que telle personne, tels utilisateurs font comme ceci, comme cela, et d'ailleurs notre concurrent a commencé à faire comme cela. Est-ce que ce n'est pas le moment pour nous de revoir un peu la stratégie et commencer aussi à parler de tel type de service? Ce qui se passe généralement, je vais faire très simple, hein, dans notre réalité africaine ici, quand l'idée n'émerge pas directement du fondateur et que c'est un de ses subordonnés qui lui fait passer le message, il ne pense pas d'abord à l'entreprise, il pense à son ego, il pense d'abord au fait que ce soit quelqu'un en dessous de lui qui vienne lui apporter l'information. C'est pas forcément parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais il y a un problème de dépassement de soi pour penser au-delà de sa coquille et penser pour la postérité de l'entreprise. Beaucoup de personnes identifient l'entreprise à leur propre personne, d'accord? Beaucoup de dirigeants identifient l'entreprise à leur propre personne. Donc, la question du pivot devient très difficile. Parce que pourquoi on pivote? Ce qui est un terrain de basket, le pivot, en fait, il a une lecture du jeu différent. Il regarde ce qui se passait avant, ce qui se passe actuellement et quelles sont les probabilités de ce qui va se passer après. Il identifie les forces et les faiblesses de son équipe. Il identifie un peu comment l'adversaire est en train de positionner ses joueurs. Et à partir de ça, il tire des conclusions et il change de direction. C'est ça le rôle d'un pivot. Maintenant, peut-être qu'il faut enseigner aussi aux entreprises ou aux fondateurs dirigeants à soit, ils ne sont pas obligés d'être les pivots, mais à être capable de recevoir des instructions quand une information pivot arrive. Est-ce qu'on dit une information pivote? Non. Généralement, dans une équipe, il y a toujours un pivot. Quand vous savez écouter, il y a toujours quelqu'un parmi les, si tant est que l'équipe est motivée, quoi. Il y a toujours un pivot dans l'équipe. Il y a toujours quelqu'un qui voit quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a toujours quelqu'un qui sort des théories auxquelles vous n'avez pas pensé. Mais généralement, c'est ce qui se passe. C'est un combat entre la postérité et l'ego du fondateur. Donc, ce commandement, je suis totalement d'accord avec. Et c'est aussi une question de lecture. Je ne sais pas comment ça se fait en Europe, mais ici, euh, normalement, une entreprise qui évolue doit prendre en compte ce qui s'est passé doit prendre en compte son évolution du passé, doit faire un point de là où elle est actuellement, peut-être en fin d'année, avant d'aller en congé ou en vacances, doit faire le point de là où ils sont actuellement, voir, faire le tri, faire un système de tamiseur. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Voir, en fait, est-ce que au cours de cette année, par exemple, on a vendu ce service, on a eu tel marché? Non. Visiblement, ce service n'est plus est un peu à la ramasse. Qu'est-ce que les gens font à partir de ce service maintenant? Est-ce qu'ils sont toujours sur le même service ou bien est-ce qu'ils ont migré? Est-ce qu'ils ont modifié l'utilisation de ce service? D'accord? C'est observer son interface utilisateur, consulter l'expérience utilisateur, tirer des conclusions et voir qu'est-ce qu'il faut éliminer. Parce que pour moi, une progression ou une efficacité, ça ressemble au début d'une flèche et à la fin d'une flèche. Au début, c'est large, mais à la fin, c'est une pointe. Ce qui veut dire que quoi, plus on évolue, plus on affûte. Et plus on affûte, on se débarrasse de ce qui est inutile pour se concentrer sur ce qui marche. Et à partir du moment où on se concentre sur ce qui marche, on est plus aux aguets de ce qui se passe sur le marché et prendre des dispositions à temps. Ce qui est arrivé à Nokia, ce qui est arrivé à Kodak,
Ça arrive à beaucoup d'entreprises. Il ne les a pas tous cités dans son livre, il y en a trop. Même dans nos réalités ici, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Et c'est en train d'arriver, ça a commencé déjà. Aujourd'hui, dans notre système de consommation actuel, aujourd'hui, avec la vulgarisation de l'Internet, par exemple, le service de livraison est devenu quelque chose de quasiment normal. Surtout que même la dame qui vend son tomate au marché paye par mobile money. Il y a beaucoup de systèmes qui vont mourir. D'ailleurs, des systèmes sont morts. Avant, on payait nos tickets, nos crédits de recharge avec des cartes de crédit. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Avant, on allait voir un revendeur pour prendre des unités ou prendre des forfaits. Aujourd'hui, on peut pas, on peut le faire. Depuis notre mobile money, on peut le faire. Donc, les systèmes sont tués pour créer d'autres systèmes. C'est une loi de sélection naturelle. La nature elle-même, elle est faite comme ça. On élimine des choses pour créer d'autres choses. Et dans éliminer des choses pour créer d'autres choses, des postes vont mourir pour de nouveaux types de postes. Des entreprises vont mourir pour de nouveaux types d'entreprises. Des secteurs vont mourir pour de nouveaux types de secteurs. Et la question qui se prévaut toujours, c'est quand est-ce que le pivot va se faire? Ça, c'est clair. Il a dit, un pivot trop rapide, c'est comme un chien qui court derrière une balai que se fait arrêter par une voiture. Ça veut dire que quoi? C'est pas parce qu'on a le flair qu'il faut foncer. Quand on a le flair, il faut regarder à gauche, à droite et voir comment le marché est préparé. Parce que moi, je me suis déjà assis avec un collègue. Après une déception, on a lancé un truc qui n'a pas pris et puis on s'est assis. On a juste dit, we probably move too fast. On est allé trop vite. Les gens n'étaient pas préparés pour ça. Parce que malheureusement, même si un pivot est là, il faut aussi regarder la maturité du marché. Nous sommes en Afrique. C'est pas comme en Europe, par exemple. La maturité du marché, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez avoir une idée de génie et penser que l'idée va résoudre le problème. En fait, ça va résoudre le problème des gens. Mais un consommateur qui n'est même pas éduqué sur le mal dont il souffre ne pourra pas réagir à votre solution, malheureusement. Et du coup, vous faites le pivot et puis vous prenez une grosse claque et puis vous dites qu'est-ce qui se passe. En fait, vous commencez à vous dire non, ils sont pas intelligents, non, ils sont pas. Mais il a trouvé le mot, la bonne expression. En fait, le marché, le problème n'est pas votre idée, le problème n'est pas votre équipe. Le problème, ce n'est pas le marché. Le problème, c'est comment vous allez réveiller le besoin chez les gens. Trouver le chemin pour entrer dans le marché. Quand il a pris l'exemple de l'Asie, il a vu qu'ils ont des. C'est vrai, quand on tient compte de leur culture et de leur tradition, la façon dont un homme et une femme se rencontrent, c'est pas la même chose qu'en Europe. Même en Afrique encore, c'est pas toujours ça encore. En Afrique, quand on parle de Tinder et autres et tout, on est tous clairs que c'est juste pour un coup du soir. C'est la plupart du temps, sur 10 rencontres, je pense, sur 10 matchs, je pense que c'est 9 sont des coups du soir. C'est rare que quelqu'un trouve son âme sœur sur Tinder parce que quand vous voulez chercher vraiment votre âme sœur, je pense qu'en Afrique, on a toujours encore ce concept de vouloir rencontrer la personne aussi en physique parce qu'il n'y a pas que nous, il y a les parents qui doivent intervenir et tout. Donc, après, c'est ça aussi. Le pivot, c'est bien. Mais quand est-ce qu'il faut faire un pivot si on n'a pas assez d'expérience? Je pense qu'une entreprise naissante ne peut pas parler de pivot, mais peut-être rester en alerte. C'est pour ça que souvent, je respecte les grandes entreprises qui ont une cellule qu'ils appellent recherche et développement, R&D. Parce que ce sont des gens qui sont là, qui observent comment la boîte fonctionne actuelle, prennent connaissance du marché, supputent, spéculent pour voir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher, qu'est-ce qu'il faut éliminer, qu'est-ce qu'on peut mieux affûter. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Une entreprise qui démarre, peu importe le secteur d'activité, n'a pas besoin d'envisager le pivot au risque d'être découragé, mais a besoin de s'informer continuellement de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quelles sont les nouvelles habitudes, quelles sont les nouvelles tendances qui arrivent et comment ces habitudes vont influencer le secteur d'activité. À partir de là, tout de suite, vous vous préparez pour mettre en place un pivot tout doucement, tout doucement. Je vais vous donner un exemple très simple de pivot qui peut se faire sans beaucoup de dépenses. Je prends mon expérience très simple. Je lance un projet, par exemple, de plateforme de freelancing du style freelancer comme Fiverr et autres. D'accord? Si tout de suite, je parle au marché et je dis publiez vos services, monétisez vos compétences, gagnez de l'argent. Vous publiez vos services, vous payez sur la plateforme et on exécute vos services et puis vous gagnez de l'argent. Ça fait trop technique pour les gens. Ça fait trop touchy. Les gens ne sont pas trop au truc là. Les gens ne vont pas trop réagir dessus parce qu'ils vont se dire, je vais payer de l'argent. En Afrique, déposer son argent sur une plateforme, c'est pas encore comme en Europe. On préfère directement faire du mobile money direct, c'est-à-dire du person to person, que de déposer son argent sur une plateforme. Parce qu'on a beaucoup de scandales ici à cause de certains projets qui sont restés sur un système de Ponzi et qui a raflé les sous de la population et se sont barrés. Donc, il y a des séquelles qui restent. Donc, actuellement, en Afrique de l'Ouest, quand vous voulez lancer un projet sur lequel, par exemple, les gens doivent déposer de l'argent sur une plateforme, c'est un vrai combat.
C'est un vrai combat parce que tout de suite, dès que vous commencez à parler de déposer l'argent sur une plateforme, ils pensent à un système de Ponzi. Et c'est l'effet, vous savez que ce qui est négatif est plus virulent que ce qui est positif. Donc, par exemple, au lieu de présenter la plateforme comme une plateforme où on paye des services en ligne, on dépose son argent, si je le présente plus simplement sous le simple truc là de répertoire des prestataires de services, je dis aux gens non, en fait, la solution, mon projet, c'est de mettre en place un grand répertoire dans lequel il y a les différents prestataires de services dans nos pays, dans nos différentes régions, et on peut les retrouver par pays, par langue parlée, par compétence, par disponibilité, par tarif horaire. Comme ça, si quelqu'un veut un marché rapide, tout de suite, il peut aller directement contacter la personne. Vous voyez tout de suite là, je vends le même projet, mais je ne parle pas d'argent. Mais vous savez qu'indubitablement, si quelqu'un va dessus, si je trouve un profil que je ne peux pas rencontrer en physique, mais que le profil m'intéresse, je vais payer. Parce que quand je vais aller sur le profil du prestataire, je vais voir les services et les prix. Je vais lui demander, bon, comment on peut faire pour que je fasse le travail. Je vais payer. C'est comme certains qui décrochent des travaux à distance, des travaux de freelance sur LinkedIn. À un moment donné, il faut payer. Donc, il y a des comportements, il y a des habitudes, on ne peut pas forcer, mais on peut mettre en place les prémices pour amener les personnes à développer cette habitude-là. Et c'est ça aussi un pivot. Du coup, je pense que je suis d'accord aussi, je suis d'accord avec lui. Euh, il faut se réadapter. Ça, c'est obligé. J'ai dit obligé. Il faut se réadapter. Que vous soyez une grande entreprise ou une petite entreprise, pour réussir, vous devez vous réinventer. Merci de nous avoir suivis. Au prochain commandement. Ciao.